Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est avec nous. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Le chiffre du déficit sera rendu public demain. On sait déjà qu'il sera supérieur à 5%. C'est le ministre du Budget qui nous l'a dit, des comptes publics. Donc demain, c'est quoi? Ça va être autour de 5,6, 5,7. C'est une mauvaise note que la France va se voir infliger? Non, ce sera au-dessus des 5. On l'a déjà indiqué avec le ministre des Comptes publics. C'est lié à un contexte géopolitique qui est très différent. Ralentissement en Chine, ralentissement en Allemagne. Ça n'a Donc, rien à voir avec nous? Ça va voir aussi avec nous parce qu'on a beaucoup dépensé. Donc maintenant, il faut économiser. On a dépensé pour protéger. Donc c'était nécessaire, c'était utile. On a trop dépensé? Non, je pense qu'on a dépensé ce qu'il fallait. En règle générale, d'ailleurs, je constate que c'est les mêmes qui vous disent qu'on avait trop dépensé face au Covid et face à l'inflation, qui venaient toquer à la porte de Bercy en disant « il faut dépenser plus, on a besoin pour les entreprises, on a besoin pour les salariés, vous ne faites pas assez ». C'est les mêmes qui viennent vous dire aujourd'hui « maintenant, il faudrait économiser davantage ». Donc gardons de la mesure, gardons son sang-froid, il faut revenir à des comptes publics équilibrés, il faut le faire avec fermeté, il ne faut pas le faire non plus avec brutalité. Là, je vois tout d'un coup les gens qui changent complètement de position d'un jour à l'autre, qui sont pris soit de panique, soit de vertige. Par exemple, il n'y a aucune panique, aucun vertige à vous avez avoir. entendu quoi? J'entends les oppositions, une fois encore, Ouais. qui nous tombent dessus à bras raccourcis, mais dans une incohérence totale, puisque je le redis, ce sont les mêmes qui nous avaient demandé de dépenser plus il y a quelques mois. Enfin, quand j'entends les Républicains qui nous disent, par exemple, qu'il faut faire des économies, alors qu'ils ont déposé plus de 1000 amendements en novembre 2023 pour le budget 2024, qui représente 127 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, et qui viennent 2 mois plus tard vous dire maintenant il faut économiser des dizaines de milliards d'euros, je dis, où est la cohérence? Gardons son sang-froid. Nous avons un chiffre de déficit qui est supérieur à ce qui était attendu. Il faut donc le corriger. Ça n'est pas un drame, c'est sérieux. Il faut rétablir les comptes publics sur le long terme avec de la fermeté mais sans brutalité. Est-ce qu'on peut se faire dégrader par les agences de notation? Tout est possible, oui, mais je ne fais pas ça pour les agences de notation. Quand même, si. C'est important, Non, parce c'est qu'ensuite, important on parce va que pas si plus après cher. c'est plus compliqué pour nous si on est dégradé d'emprunter sur les marchés. Je constate que la dernière agence de notation qui a rendu sa décision, c'était vendredi dernier, c'est DBRS, c'est une petite agence de notation, mais c'est une agence de notation quand même. Elle a maintenu la note de la France. Voilà ce que je constate. C'est pour ça que dans les fonctions qui sont les miennes, je pense qu'il faut garder son sang-froid, faire les choses avec du calme, de la fermeté et du long terme. D'accord, mais où fait-on les économies précisément? Il y a déjà 10 milliards d'euros d'économies qui ont été engagés par décision réglementaire du président de la République, du Premier ministre et du ministre des Finances. Il s'agit tout simplement de refroidir la machine. On avait dit qu'on mettait beaucoup d'argent sur l'aide publique au développement. On a décidé, c'est jamais facile de prendre cette décision, mais c'est responsable, qu'on mettrait un peu moins d'argent sur l'aide publique au développement. On continue à en mettre, on continue à aider les pays les plus fragiles, mais on le fait un peu moins que ce qu'on aurait voulu faire, parce que quand on gagne moins, on dépense moins. Même chose sur ma prime rénov'. Là, tout d'un coup, tout le monde nous dit « mais vous renoncez à vos ambitions écologiques ». Non, nous gardons les mêmes ambitions écologiques, les mêmes ambitions sur la transition climatique, mais nous disons, voilà, les recettes sont un peu moins bonnes, donc effectivement, on va réduire ce qui sera dépensé sur ma prime rénov'. Ça, ce sont les 10 milliards, mais pour les 20 milliards qui viennent, la Cour des comptes dit qu'il faudrait même 50 milliards d'économies. On voit valser les chiffres, les gens s'y retrouvent plus, c'est 10, 20, 30, 50. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est de revenir sous les 3% de déficit en 2027. Et arrêtons de jongler avec les chiffres, je pense qu'ils ne veulent rien dire pour personne. Alors il dit n'importe quoi, monsieur Moscovici, le président de la Cour des comptes. Je partage son appréciation. Avec les chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est que ces chiffres font peur. Et que je ne suis pas là pour faire peur aux Français. Je suis là pour leur montrer, au contraire, que nous avons une stratégie de long terme. Nous avons rétabli les comptes publics en 2017, 2018, 2019. Ensuite, il y a eu 2 crises. Mais on a l'impression que les gens l'ont oublié qu'il y a eu 2 crises. Les comptes publics. Non, mais d'accord, parce qu'il y a eu 2 crises comme on n'en a pas connu depuis des décennies. Le Covid, c'est la crise économique la plus grave depuis 1929. L'inflation, ça a pénalisé tous nos compatriotes. C'est la crise inflationniste la plus grave depuis les années 70. Mais nous, on a dépensé plus que nos voisins. On sort de cette crise. On a fait des chèques. Vous-même, vous avez été le ministre des chèques. C'est vrai que nous avons dépensé un peu plus que nos voisins, mais nous n'avons pas connu des taux d'inflation à 15 ou 20%. Bruno Le Maire, avant de Donc je pense que nous avons bien protégé et nous pouvons en être fiers. Le point le plus important qu'il faut retenir, c'est que maintenant que nous revenons à la normale, qu'il n'y a plus d'inflation qui est en train de diminuer, qu'il n'y a plus de crise économique, il n'y a plus de raison de dépenser autant. Il faut savoir revenir à la normale. Et je constate que malheureusement, quand on dit ça, quand je dis par exemple qu'on va arrêter le bouclier tarifaire sur l'électricité ou arrêter le bouclier tarifaire sur le gaz, quand on prenait à notre charge la moitié des dépenses d'électricité des ménages, on est les seuls dans la majorité à défendre cette idée simple,
À situation ordinaire, dépenses ordinaires. À situation exceptionnelle, dépenses exceptionnelles. Monsieur notre pays, notre agriculteur de Saône-et-Loire. Ouais, je me pose Didier. des questions parce que là, on parle des mesurettes. Là, on est dans les mesurettes. Est-ce que, Monsieur le Ministre, il serait pas temps de dégraisser le mammouth? Mais quand je dis dégraisser le mammouth, le train de vie de l'État, enfin, c'est du vécu, c'était la semaine dernière. Hein. Un bon serviteur de l'État, au fin fond du dernier bureau, du dernier couloir à la DDPP, qu'il est dans un placard à balai tellement son bureau est petit, vous savez ce qu'il fait ? Pour se donner un peu de constance et puis pour montrer qu'il a encore du pouvoir au fond de son bureau, vous savez ce qu'il fait ? Eh ben, il fait chier. Il fait chier ceux qui bossent, il rajoute des réglementations qui lui sont personnelles par rapport à des réglementations européennes et des réglementations nationales, et on a sorti les tracteurs il y a 2 mois. Mais on peut recommencer, hein. On peut recommencer, hein, parce que l'accalmie, elle a duré 5 jours, l'accalmie, hein, et on est toujours au même endroit, quoi. Hein. Et ce que je vous raconte, c'est du vécu. On pourra en parler en off si ça vous intéresse. Je vais pas tout poser sur la place publique parce que ça prendrait des heures. Mais quand on invente des réglementations pour faire chier le monde, juste pour prouver qu'on a un emploi utile, eh ben ça, est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on aurait dû redéployer à l'hôpital ou dans les services de sécurité, quoi, hein? Ça avait le mérite d'être direct. Non, mais j'aurais monsieur été déçu, parce Oui, que là, bah, je trouvais que l'émission commençait sur un ton un peu trop calme. Oui. Donc Allez-y. là, C'est on normal, rentre il dans faut le démarrer le sujet. moteur. Non, mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien qu'on rentre dans le Non, vif mais du vous sujet. comprenez que c'est du vécu, Non, mais ça. je comprends que c'est du vécu. J'étais hier au Pays Basque. J'ai passé partie de ma matinée avec des éleveurs de bidache pour discuter avec eux. Oui, il y a besoin de simplification dans l'État. Je ne dis pas que ça suffira pour les économies, mais Ouais, qu'il mais faille simplifier drastiquement Mais un quand certain nombre de règles, de mesures, Mais il y a des gens d'obligations qui qui servent plus à s'imposent. rien, quoi. Mais- Quand l'État balance des Je politiques, vais vous dire, entre autres attendez, sur l'agricole, simplement, dans les je veux- régions, les régions créent des postes pour assurer le truc, mais les mecs du ministère qui faisaient ça, ils ont toujours un emploi quand si on vous les me enlève permettez, pas, quoi. je veux juste défendre ces gens-là. Oui, mais Les gens qui sont dans les bureaux, qui sont fonctionnaires, ils n'ont rien demandé à personne, c'est les politiques qui sont responsables. Moi, j'assume mes responsabilités. S'il y a des gens dans les bureaux, c'est parce que les responsables politiques l'ont décidé. Il y Si en a on pas veut les trop. retirer, si aux responsables politiques de les retirer, c'est pas sur eux qu'il faut C'est tomber. une promesse C'est d'Emmanuel sur nous. Macron, hein, de réduire le nombre de Non, fonctionnaires. non, Est-ce qu'on l'a fait, je l'entends 2017? bien, mais je ne veux pas qu'on accuse les fonctionnaires, les agents qui C'est travaillent dans leur bureau et qui d'accord. font leur travail le mieux Alors- possible. En revanche, qu'on simplifie. Moi, j'ai fait une proposition très simple. J'ai dit on va supprimer tous les CERFA, les 1800 CERFA qui existent. Alors, je peux le dire, c'est compliqué. Là, pour le coup, je ne sais pas si vous dégraissez le mammouth, mais vous le secouez. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est pas possible, ces certificats sont indispensables. » Je dis « Moi, je pense que c'est possible. Et je prends l'engagement que d'ici 2026, on en aura supprimé 80%. D'ici 2030, 100%. Pour vous éviter de la paperasse. Oui, remplir les déclarations de PAC, ça reste encore trop compliqué. Oui, la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs, ça reste encore trop compliqué. Nous avons un projet de loi simplification. On va y travailler avec Marc On est Fesneau. obligé de faire une loi Tout pour ce que je simplifier peux. une loi. Ah, on doit faire une loi pour On peut pas faire ça retirer. par décret. On peut faire certaines choses par décret, mais les dispositions législatives qui sont dans les codes et qui sont de niveau législatif, il faut les simplifier par une autre loi. C'est toujours difficile, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vivent de cette norme. Ah. Il y a un business de la norme, il y a un business bah de la voilà. règle, c'est absolument ça que je évident. voulais parler. Bah moi. oui, quand vous êtes exploitant, j'imagine que vous demandez conseil pour remplir certains formulaires et que vous les payez, ces Bien sûr, conseils. c'est ça. Moi, ces éleveurs de bidache, ils m'ont dit, nous, on va payer pour les conseils qu'on doit prendre pour remplir toutes les obligations administratives qui sont les nôtres. En l'espèce, c'était des producteurs de canards. Il y avait des éleveurs bovins, il y avait aussi des producteurs de canards. 250 € par an. Et Oui. comme ils doivent le faire sur une dizaine d'années, ça va leur représenter 2500 balles de dépenses inutiles. Simplifier, c'est réduire les coûts. Mais Didier, tu as reçu tes primes. Attends, t'as obtenu tes primes. Ça fait partie des promesses qui sont pas tenues à ce jour. Pourquoi C'est les que primes PAC les n'arrivent primes pas PAC d'octobre, tout le monde n'a pas tout, quoi. Il y a une partie des primes qui ne sont pas arrivées. Nous avons parlé avec Marc Fesneau, c'est en cours de règlement. Là aussi, il y a une partie qui a été versée aussi. Oui. Mais l'autre partie n'a pas été versée, soit doit venir. Mais je pense sincèrement, pour rebondir sur votre coup de gueule qui est légitime, sans tomber sur les fonctionnaires qui n'y peuvent rien, que notre devoir de responsable politique, c'est de simplifier drastiquement la vie des gens, la vie des exploitants Non, mais puis agricoles, revenir la aux vie des régaliens. entrepreneurs. Moi, je dis, et réduire le effectivement, revenir aux revenir aux régaliens régaliens. dans les... Réduire le nombre de fonctionnaires, c'est un tabou parce Ouais. que c'était oui. pourtant C'est un mot une des terrible. promesses d'Emmanuel Macron en 2017. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un tabou de parler de la réduction du nombre de fonctionnaires. Non, il n'y a pas de tabou sur aucun sujet. Moi, je pense que la vertu d'un débat politique, c'est ce que je fais dans mon livre La Voix française. C'est justement de poser un certain nombre de sujets. On peut être d'accord. On peut ne pas être d'accord, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir un débat qui soit vivant. Le débat sur le nombre de fonctionnaires n'est absolument pas un tabou. Ce qu'il faut
augmenter leur nombre, geler les recrutements, réduire. Mais Où est-ce qu'on veut les mettre? Moi, je Oui, voudrais mais où? redéployer, Mais moi. je pense y répondre assez clairement Oui. dans la voie française quand je Ouais, dis que l'État-providence doit céder la place à un État protecteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, on a besoin de policiers, on a besoin de gendarmes, on a évidemment besoin, dans le contexte géopolitique actuel, d'armées qui soient puissantes, on a besoin de juges pour que la justice A-t-on aille besoin plus vite. autant d'administratifs à l'hôpital? On a besoin d'un Dans les État collectivités. régalien fort. Je crois profondément à l'État, à la protection qu'apporte l'État. Ça suppose d'avoir les fonctionnaires Et plus comment, Alors, justement. Joël. justement, moi, je suis très intéressée par ça, par le fait justement que vous retombiez un peu sur les pattes de l'État, c'est-à-dire le régalien. Où est-ce que vous vous désinvestissez? Parce que j'ai quand même l'impression que l'État étend ses tentacules à n'en plus finir jusqu'à nous repriser nos chaussettes, nous expliquer qu'il faut Vous mettre avez raison là-dessus. des cols roulés, etc. Donc, Vous avez parfaitement expliquez-moi raison. concrètement qu'est-ce que l'État abandonne, mais réellement, parce qu'on en a vraiment besoin. Alors, l'école roulée, là, je vois un petit sourire sur vos lèvres. Vous avez bien raison. Ben, c'est Qu'est-ce que vrai. l'État abandonne réellement? D'abord, il peut se simplifier ses règles, je l'ai dit. En deuxième lieu, il peut utiliser les moyens technologiques nouveaux à sa disposition. Quand vous utilisez l'intelligence artificielle pour lever les impôts, par exemple, ça vous permet d'être encore plus efficace avec un nombre de fonctionnaires qui doit être réduit. C'est ce que nous avons fait au ministère de l'économie et des finances. Ensuite, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, moi, j'estime que l'État n'a pas forcément sa place. Il y a Lesquels? des doublons, par exemple, avec les collectivités locales, terrible. des doublons qui sont très importants. Du coup, les gens ne s'y retrouvent pas, les politiques ne sont pas forcément les plus efficaces, et ça coûte 2 ou 3 fois plus cher parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui font exactement la même C'est dans les chose. collectivités qu'il y a des doublons, c'est là où il faut. Non, c'est entre l'État et les collectivités. Oui, mais- Je vais recevoir le Haut Conseil des finances des publiques transferts. locales que j'ai créé il y a quelques semaines, dans lequel vous aurez tous les représentants des maires, des départements, des régions, plus le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, plus votre serviteur et le ministre des Comptes publics. Et on va regarder ensemble là où il y a 2 personnes qui font la même chose, un employé de la mairie et un employé de l'État. Et on va se dire, mais comment est-ce qu'on répartit les compétences pour s'assurer que c'est fait Mais- par une seule personne, que ça coûte moins cher et que c'est plus efficace? Ouais. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les dépenses de l'État, on jongle avec les milliards. Alors, vous le disiez vous-même, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais quand on regarde l'ensemble des dépenses aide sociale, santé, on est à plus de 700 milliards aujourd'hui. Donc, dans cette masse, on se dit, est-ce qu'on peut couper? Parce que les Français disent, ah, mais le niveau des prélèvements est l'un des plus hauts d'Europe. Bien sûr. Et on se dit, ça fonctionne pas très bien, le régalien, justement. J'aime Donc, pas tellement ce terme de couper, parce qu'on a l'impression qu'on retranche des choses aux gens. oui, mais enfin, Moi, je veux juste que, Mieux utiliser l'argent. oui, mieux utiliser et surtout faire des choix. Quand vous regardez les dépenses, pour qu'on éclaircisse bien le débat, la moitié de la dépense publique en France, la moitié, 50%, c'est des dépenses sociales, sociales. santé et retraite. Donc moi, je veux bien que on ne parle pas on ne parle pas de l'éléphant dans la pièce, mais l'éléphant dans la pièce, c'est les dépenses sociales, c'est la moitié de nos dépenses. Mais vous dites que c'est un 30% système c'est l'État lisible. Hein. Ouais. et 20% c'est les collectivités locales. Donc bien sûr que les collectivités locales peuvent participer à l'effort, on va en discuter ensemble, elles doivent le faire volontairement et librement, mais c'est pas là mais que c'est je trouve... lisible. Est-ce que c'est pas là que je trouve les gisements est-ce que d'économie aujourd'hui, les c'est plus lisible? importants? Est-ce que le budget de l'État aujourd'hui c'est lisible dans le On fonctionnement? essaye de le rendre lisible, mais il faut le rendre beaucoup plus lisible. Donc, ça veut C'est dire qu'on que vous-même, indique sur vous la feuille n'arrivez de pas paye forcément à vous en y disant, retrouver aujourd'hui. voilà à quoi sert votre argent. Je propose également qu'on fasse la même chose pour la dépense sociale. Quand vous allez à l'hôpital, c'est pas mal. Moi, je suis très attaché à l'hôpital public, mais c'est pas mal qu'on vous indique, voilà, vous avez passé 1 nuit ou 2 nuits à l'hôpital, voilà ce que ça a coûté. On va s'apercevoir que tout ça coûte très cher, c'est On de la cotise, bonne hein, pour ça. dépense, Ouais. mais ça a un coût qui est très élevé. Troisième chose à laquelle je crois beaucoup, c'est la responsabilisation. Moi, je vais vous dire, on me tombe dessus en me disant, mais monsieur le maire, il n'est pas social, il veut tailler dans la dépense sociale, mais c'est faux. Je m'insurge contre cette critique. La réalité que nous devons regarder en face, c'est que notre pays vieillit. C'est que nous avons une démographie vieillissante, que vous avez de plus en plus de personnes qui sont dépendantes, qui souffrent d'Alzheimer, qui souffrent de la solitude, qui sont confrontées au cancer. Eh bien, moi, je veux que ces personnes, elles puissent être bien soignées dignement. Ben, ça veut dire que nous tous collectivement, les 68 millions de Français, on doit accepter, pour préserver la solidarité pour ceux qui sont vraiment fragiles, vraiment confrontés à la maladie, ben, faut qu'on accepte de payer notre boîte de médicaments 1 € au lieu de 50 centimes. D'accord, payez plus. Voilà. On vous a mis Taxman des Beatles pour vous faire plaisir. J'ai vu Monsieur ça, Bruno j'ai Le vu ça. Maire, La Voix française édition Flammarion, ça c'est votre livre dont on va parler bien sûr. Question de... Alors Taxman c'est le collecteur des impôts. Question de monsieur Jean-Loup Bonamy, professeur de philo. Alors justement, j'avais
Nous sommes honorés de vous recevoir ici, Monsieur le Ministre, car vous savez, vous êtes ici dans l'émission du pays réel. Nous sommes un peu les tribuns de la plèbe qui donnons la parole au peuple. Et en fait, j'étais un peu surpris d'entendre dire que vous étiez attaché au caractère protecteur de l'État, parce que visiblement, ce n'est pas ce que nous disent nos auditeurs. Par exemple, la semaine dernière, nous avions un auditeur qui était apiculteur, producteur de miel. Et il nous expliquait qu'il devait faire face à la concurrence du miel chinois qui était vendu dans les supermarchés français. Alors ce miel chinois, il l'a fait analyser. Il est d'une qualité bien moindre, mais simplement ce miel chinois est en train de le tuer puisqu'il est beaucoup moins cher. Et il n'est pas du tout soumis aux mêmes normes, ni aux mêmes normes environnementales, ni aux mêmes normes sanitaires, ni à la même pression sur le coût du travail des gens qui travaillent en Chine. Il est donc victime d'une concurrence déloyale. Et il dit, les grandes surfaces achètent ce miel de mauvaise qualité produit à l'autre bout du monde dans des conditions déplorables par des gens exploités, etc., etc. Les grandes surfaces n'achètent pas mon miel. Moi, je suis en train d'étouffer économiquement et surtout, l'argent que je ne gagne pas, du coup, vu que je ne gagne pas d'argent, je ne paye pas d'impôt dessus. Donc là, il n'y a pas de recette pour l'État. Il y a un manque à gagner pour l'État. Est-ce que vous comptez justement prendre des mesures pour protéger notre économie, nos producteurs agricoles ou industriels, d'une concurrence de plus en plus déloyale et faire en sorte que les concurrents étrangers qui ne respectent pas les mêmes normes en termes social ou environnemental ou sanitaire soient pénalisés aux frontières? Alors la réponse est oui, 3 fois oui, et votre apiculteur a 1000 fois raison. Alors pourquoi vous ne raison. faites rien depuis 2017? Je vous rassure, la défense de la réciprocité commerciale, de l'équité commerciale, c'est un des grands combats que je livre depuis des années. Je rappelle sur les véhicules électriques, dans le fond, il faut faire sur le miel ce qu'on a fait sur les voitures électriques. C'est ça qui est terrible. Oui, alors on va y revenir. Un constructeur coréen, il se met aux normes européennes pour rentrer. Un producteur agricole, il se met pas aux normes européennes pour rentrer. Je vais y venir. Nous donnons, comme vous le savez, des bonus pour les véhicules électriques. De 5 000, 6 000, 7 000 euros. Enfin, c'est beaucoup d'argent par véhicule électrique. J'ai proposé au président de la République, il y a 2 ans, qu'on arrête de donner ces bonus à des véhicules qui ne sont pas produits dans des usines aussi propres que les usines françaises ou les usines européennes, et qu'on arrête de donner ces bonus à des véhicules dont les batteries ne sont pas recyclables ou qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales que les nôtres. Donc les bonus, désormais, avant, ils étaient aussi accordés à des véhicules qui pouvaient venir de Chine ou d'ailleurs. On a été naïfs. Oui, on a été beaucoup trop naïfs. Enfin, ce que nous portons avec le président de la République depuis des années, justement, c'est d'aller contre cette naïveté. On va être très franc, si on se parle très franchement. Les Allemands sont contre. Ils n'aiment pas du tout qu'on dise on va réserver les bonus sur les véhicules électriques à des véhicules qui respectent les meilleures normes environnementales, dont les batteries sont recyclables. Mais c'est ça, remettre de l'équité commerciale. C'est aider nos constructeurs automobiles, Stellantis et Renault, à se battre à armes égales contre les producteurs la naïveté chinois. des pouvoirs publics. Je dis juste que pour répondre très précisément à votre question, je souhaite que ce rééquilibrage des relations commerciales que nous faisons sur les voitures, que nous faisons sur les avions, que nous faisons sur les produits industriels, nous fassions exactement la même chose sur le miel. Je vais vous donner un exemple de la naïveté de l'État. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, nos producteurs de volailles sont confrontés à la concurrence du poulet ukrainien, qui est produit dans des grandes fermes géantes, dans des conditions très, très douteuses. Et aujourd'hui, non seulement ce poulet se déverse en France, mettant en difficulté nos propres producteurs, mais en plus, les cantines scolaires, par exemple, qui relèvent quand même de la sphère publique. On me dit même les cantines, les cafétérias de certains ministères servent du poulet ukrainien et non pas du poulet français. À Bercy, on mange du poulet ukrainien. Alors, d'où vient le poulet qu'on mange à Bercy? Est-ce que c'est normal que dans mon lycée, par exemple, on mange du poulet ukrainien? Je vérifierai que le poulet est bien d'origine française à Bercy, mais si vous me permettez, c'est plus la naïveté européenne que la naïveté française. Nous voulons des clauses miroirs. Nous voulons que les règles environnementales qui s'appliquent à nos producteurs, éleveurs, producteurs de volailles, producteurs de bovins, s'appliquent à tous ceux vous le voulez dont on a... Non, c'est ce que nous voulons. Oui, regardez, c'est ce que vous voulez, mais quel résultat? Qui a proposé qu'on restreigne les importations de volailles ukrainiennes? C'est le président de la République le premier qui s'est exprimé sur le sujet. Qui refuse aujourd'hui de signer le Mercosur? Un seul État, la France. Pourquoi est-ce que nous refusons? Parce que la production de bovins en Amérique du Sud
n'obéit pas aux mêmes règles sanitaires et environnementales que la production de bovins en France. Mais on peut Et ce l'imposer. serait- On a encore une voie qui porte. qui- Écoutez, pour l'instant, c'est bloqué. Je constate voilà. que le seul pays Oui, qui a jusqu'à réussi quand à le bloquer, c'est la France. Jusqu'aux européennes? Non, moi, je souhaite que tant que les normes ne seront pas équilibrées, la signature de l'accord soit bloquée. Donc- C'est une question de justice. Il n'y a rien de plus important. J'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture. Je vois notre ami à côté de moi, les éleveurs bovins que j'ai vus hier, qui venaient, ils ont fait 1 heure de route depuis Bidache pour venir me rencontrer. Mais ils ont 1000 fois raison quand ils vous disent « Nous, on respecte des règles environnementales. Nous, on n'utilise pas un certain nombre de produits. Nous, on n'utilise pas les antibiotiques. Et vous allez nous importer des viandes qui ne respectent pas les mêmes règles. C'est injuste. » Ils ont raison. Donc, nous continuerons de bloquer l'accord du Mercosur tant que les règles ne seront pas rigoureusement les mêmes d'un côté et de l'autre. Oui, mais il ne de faut la pas vous Atlantique. étonner de prendre une ratatinée ensuite aux élections On européennes. ne prendra Avec... pas de ratatiné. Vous ne prendrez pas de ratatinée. Non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'on Vous fera. n'aurez pas 10 points dans la vue aux Je européennes. ne pense pas que nous Pourquoi prendrons une C'est une ratatinée aux pensée élections magique européennes. C'est pas une pensée magique. C'est juste une mobilisation. Enfin, moi, j'étais sur le terrain à Bayonne, puisque j'étais aux Pays-Bas, vous l'avez Ouais. compris, ce week-end. À côté de notre excellente candidate Valérie Oui. Hayé, on a des arguments. Nous avons une vision, justement, qui repose sur la réciprocité commerciale, sur l'investissement dans l'innovation et dans l'industrie verte en Europe. Je pense que cette vision-là, elle se défend, elle s'entend, et qu'une grande majorité du peuple silencieux aujourd'hui votera pour la D'accord. liste de Valérie Hayé Enfin, de la majorité. Juste pour terminer, là, les Français qui écoutent les GG, ils entendent Bruno Le Maire, c'est monsieur, on veut, mais on peut pas et on fait pas. Quoi. Ouais. Et ils se disent, c'est le ministre Mais c'est de faux. la parole, Bruno Le Maire. Pardon. Sur l'Europe, vous dites, on veut, mais On peut pas. on dit non, mais on n'y arrive pas à l'imposer. Mais j'entends. Sur les impôts, pas sur les impôts, on va y parler, mais sur l'État, on veut, mais derrière, on peut pas. Mais On j'entends n'arrive ces pas à critiques, dégraisser. et en face de ces critiques, je mets des décisions. Qui a bloqué l'accord du Mercosur? Je le redis, le président de la Oui. République et les Mais il membres est du toujours sur la gouvernement. table quand même. Qui a réservé les bonus sur les véhicules électriques aux seuls véhicules produits en France, en Europe? Moi. Qui a obtenu que nous puissions avoir des aides d'État pour nos industries exactement comme l'a fait Joe Biden aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, le ministre de l'économie et des Finances avec le Alors, président de la République, parlons des qui a impôts. réussi à obtenir la taxation internationale sur le géant du numérique, le ministre de l'économie et des Finances, qui a réussi à obtenir la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, le ministre de l'économie et des Finances. Je suis le ministre de l'action et de la décision. D'accord. Et croyez-moi, quand je suis accroché à une idée, que je crois à quelque chose, je vais jusqu'au bout. D'accord. Mais Ça vaut vous pour êtes, votre le agriculteur. vous êtes le ministre du pays européen qui affiche aujourd'hui le plus gros déficit commercial. Mais Et par depuis, exemple, les bien sûr. Italiens sont revenus à l'équilibre commercial. Nous produisons de moins en moins, nous importons Mais de vous plus en avez plus. parfaitement raison, c'est un des sujets que je traite dans la voie française. Oui. Ça fait des décennies que nous avons une balance commerciale qui se dégrade. Nous devons redevenir, et ça fait le lien avec les agriculteurs, ça fait le lien avec les industriels, un grand pays de production. Oui. C'est ça l'essentiel. L'avenir français, il se joue dans la production Mais nous ne industrielle, produisons pas plus la depuis que production vous êtes industrielle ministre. verte et la production agricole. Et nous produisons plus en matière industrielle depuis que je suis ministre, puisque nous avons ouvert des filières industrielles, ce qui n'avait pas été le cas depuis 20 ans en France. Nous avons créé, et croyez-moi, pardon de m'emporter un tout petit peu, mais je veux pas qu'on saccage les milliers d'heures de boulot de mes équipes, du gouvernement, du président de la République pour ouvrir une filière de batteries électriques en France, 4 gigafactories, des milliers d'emplois. Qui l'a créé? Mais c'est pas tombé du ciel. C'est venu de notre travail. Donc nous réindustrialisons la France et nous irons jusqu'au bout au nom de cette vision que je défends dans la voie française. La voie française, c'est une voie de production industrielle et agricole puissante. On va ouvrir le dossier impôts et ce matin, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, était l'invitée d'Apolline de Malherbe sur AMC et BFM TV. Voilà ce qu'elle disait à propos des impôts et des super profits. Il ne doit pas y avoir de tabou, aucun. Je dis tout simplement, il ne faut tout regarder toutes les options et donc évidemment regarder les options qui concernent les dépenses de l'État, dépenses de fonctionnement. Regardons comment améliorer le fonctionnement de l'État pour que cela coûte moins cher, dépenses éventuellement des collectivités locales. Mais il faut aussi regarder du côté des recettes. C'est du bon sens. Réduire les dépenses, augmenter les recettes quand la situation ne va pas bien. François Bayrou dit à peu près la même chose. Il appelle le gouvernement à discuter d'une hausse ciblée des impôts. Pourquoi vous refusez de demander aux plus riches une contribution, de taxer par exemple les super profits? Alors je suis ouvert à toutes les discussions. Ah bon, finalement? Oui, ça c'est... Non, vous aviez Bah, dit non aux augmentations Non d'impôts. mais après je vous donne Ah oui, vous voulez ma discuter. conviction.
Mais je suis prêt à toutes les Il faut toujours discussions. discuter, Oui. ça, c'est Bah, pas... oui, mais Ah c'est bah, si important. vous dites non, pas dès le début, Non, mais la discussion va pas aller important, très loin. Bah, de ou à la discuter. fin, ça revient au même. Enfin, Ou dans non, une- après la Dans discussion, une ça bonne revient. discussion, Oui. on s'enrichit les uns les autres, chacun Bien avec sûr. ses positions. Mais on je voit veux- bien qu'au sein même de la majorité, vous n'êtes pas tous d'accord. Et c'est normal que dans une majorité, il puisse y avoir des débats. Je pense qu'on est beaucoup plus d'accord qu'on ne le dit, y compris sur cette question des impôts. Mais je suis prêt Alors, à sur les toutes super les profits, discussions. par exemple. Je dis simplement que ce qui caractérise la France, là aussi je le dis dans mon livre La Voix française, c'est d'avoir plus de dépenses publiques, 6 points de plus que tous les autres pays européens, donc plus de dettes, et donc le niveau d'impôt le plus élevé de tous les pays développés. Voilà la situation à laquelle nous avons commencé à remédier depuis 7 ans. On a baissé les impôts, on a réduit la dépense publique D'autres ont en augmenté. 2017, Parallèlement, la taxe foncière a augmenté. mais on a supprimé Oui. aussi la taxe d'habitation. Enfin, Oui, oui. on ne va pas faire la comptabilité. Je Les dis prélèvements obligatoires simplement n'ont jamais été aussi hauts. Voilà ce que je veux que dire. nous avons suivi une politique depuis 2017 qui a donné des résultats, mais que nous restons, malgré cette politique, un pays où le niveau d'impôt est un des plus élevés de tous les pays justement. développés. Donc pour moi, la vraie solution, elle est plus dans la baisse de la dépense publique, puisque c'est là qu'on a le niveau le plus élevé, plutôt que de continuer à augmenter les impôts, ce qui insupporte nos compatriotes. Après qu'on puisse, sur les rentes, prélever les rentes des entreprises, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Vous avez des entreprises, elles peuvent voir leurs bénéfices augmenter uniquement parce que les prix de marché explosent. C'est le cas des énergéticiens. Moi, j'ai maintenu en 2024 ce qu'on appelle une contribution sur la rente inframarginale qui va rapporter quelques centaines de millions d'euros. Je suis tout à fait prêt à ce qu'on regarde cette contribution sur les rentes inframarginales pour l'améliorer et s'assurer que les énergéticiens ne font pas Bruno de Le Maire, rente sur le prix de l'énergie. Est-ce que, par exemple, Bernard Arnault paye assez d'impôts? Ce qui est sûr, c'est que nous avons le taux marginal d'imposition sur les personnes qui ont des bons revenus le plus élevé, là aussi, de tous les pays développés, 58%. Donc il paye plus d'impôts chez nous que s'il était bien sûr. allemand ou... Et vous avez, je le rappelle, un impôt sur le revenu dont 70% est payé par 10% des contribuables. Mais Oui. comme je suis attaché à la justice fiscale, vous avez un certain nombre de personnes qui, malgré tout, parce qu'elles ont des niveaux de revenus absolument considérables, peuvent optimiser leur impôt et payer moins que ce qu'elles devraient. Je suis prêt, après avoir mis en place l'imposition sur les gens du numérique, l'imposition internationale minimale pour les très grandes multinationales, je suis prêt à mettre en place une imposition minimale au niveau international sur les plus hauts revenus. Mais ça ne peut se faire qu'au niveau européen et au niveau international, parce que sinon, on risque de voir tous ces gens partir de chez nous. D'accord, nos voisins Mais au bout de 7 ans, là aussi, vous me parliez de résultats. La taxation de Google, Microsoft et tous les autres gens du numérique, on m'avait dit que c'était impossible, je l'ai fait. La taxation minimale des multinationales, on me disait que c'était totalement impossible, qu'ils allaient tous placer leurs profits en Irlande où ils payaient 0% d'impôt sur les sociétés. Je l'ai fait. Eh bien, avec la même détermination, nous ferons l'imposition minimale à l'imposition sur le revenu pour éviter que certains des plus fortunés en Europe puissent échapper à leur juste part d'impôt. Ça touche combien de personnes en France, par exemple? Ça peut toucher quelques centaines de personnes, ce n'est pas un grand nombre de personnes. Mais c'est une question de justice et d'équité. Donc nous avons ouvert cela, pour être tout à fait précis, au G20, la réunion des 20 plus grandes puissances de la planète de Sao Paulo au Brésil. Les travaux ont commencé. J'espère qu'ils pourront aboutir avant la fin du quinquennat. Puisqu'on parle impôt sur le revenu, Joëlle Dagosseri, justement, qui est profession libérale. Oui, je suis profession libérale et dans votre livre, vous avez parlé de l'attractivité de la France que vous auriez en tout cas améliorée avec Emmanuel Macron. Et je vais redescendre un peu les grands discours à une échelle un peu plus humaine de citoyen, de la citoyenne que je suis. Honnêtement, je le sens absolument pas. J'ai l'impression de me faire arnaquer. C'est la première fois. Moi, j'ai grandi toujours avec une France qui prélevait beaucoup, mais qui nous expliquait qu'en contrepartie, on avait des hôpitaux avec un système de santé top, une éducation gratuite, mais de qualité, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression de me faire arnaquer, monsieur Bruno Le Maire. Donc, le prélèvement obligatoire qui sont à un niveau jamais vu, avec un niveau de service à un niveau jamais vu, mais dans le bas. Vous voyez? Donc, on est, pour beaucoup de citoyens comme moi, cherchons des écoles privées pour nos enfants, ce qui faisait beaucoup moins quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée au point où je me dis, mais je vais quitter ce pays. Et nous, on va au vais- vétérinaire je plutôt vais- qu'aux urgences. Voilà, je vais quitter ce pays Je pense que parce ce que vous dites... que c'est de l'arnaque Pardon, je et vous que ai je coupé. préfère aller dans un pays où on est très transparent, où on me dit, écoute, on te donne tout ton salaire, mais tu vas devoir payer telle assurance, telle assurance, telle assurance. Au moins, c'est transparent et au moins, je peux choisir quelque chose de qualité si j'en ai les moyens. Mais là, on me fait croire en fait que tout ce qu'on te prend, c'est parce qu'on t'offre quelque chose en retour et je n'ai pas ce que j'attends. Vraiment.
Et là, je pense à partir, et je crois que je ne suis pas la seule dans mon entourage. Je vois que la France, d'ailleurs, perd en attractivité de talent. Je ne parle pas en attractivité d'industrie, mais de talent, et qu'elle a du mal à conserver ses talents. Donc, on a un vrai problème, et j'aimerais savoir ce que vous allez faire pour ça. Alors, le seul point sur lequel je ne serais pas d'accord avec vous, c'est sur l'attractivité. Je pense que la France, en 7 ans, grâce à l'action du président de la République, elle est redevenue une nation qui est attractive pour les scientifiques, pour les chercheurs, pour tous ceux qui veulent innover, investir. En revanche, je partage tout ce que vous dites sur ce sentiment très profond de nos compatriotes. On n'en a pas pour notre argent. On nous prend toujours plus, et dans le fond, on n'a pas les services publics, les hôpitaux, les écoles que l'on voudrait en face. Je considère que c'est ma responsabilité de ministre de l'économie et des finances de fermer la voie aux augmentations d'impôts sur les ménages. Et je le dis, autant les prélèvements particuliers sur les rentes de certains énergéticiens, très bien, mais aller rechercher de l'argent chez les Français, c'est pas possible. C'est fini. Ils Il n'en pas peuvent plus. C'est fini. d'impôts. C'est fini. Pas d'augmentation d'impôts sur nos compatriotes. Et je vais encore plus loin. Je dis qu'il faut que nous regardions là où la dépense est efficace, et là où elle n'est pas efficace, et là où elle n'est pas efficace, pouvoir la réduire pour que madame puisse avoir plus d'argent à la fin du mois. L'une des questions que je pose dans mon livre, qui est pour moi une des questions fondamentales de notre modèle social, c'est qu'il repose uniquement dans son financement sur les gens qui bossent. Sur le travail. Sur le travail. Oui. Et que ça, à un moment donné, tous ceux qui travaillent, ils disent bah, nous, on n'en peut plus parce qu'on travaille et on a l'impression qu'on vit toujours moins bien. Donc il faut trouver une autre modalité de financement de notre modèle social qui ne pèse pas uniquement sur madame, sur ceux qui travaillent, sur ceux qui ont des sur la salaires. consommation Mais je vous la des pistes. TVA, la C'est des TVA questions. sociale. Moi, je fais que poser des questions, mais si on peut rebondir sur ce TVA les sujet. plus basses en Europe. Hein. Elle est une des plus basses en Europe. J'ouvre d'autres voies. J'ai cité la CSG, on peut en citer d'autres. C'est des pistes que j'ouvre sous forme vous dites interrogative. quelque chose- Je dis simplement qu'en 1945, quand on a créé notre modèle de protection sociale, il y avait beaucoup de cotisants et dans le fond assez peu de prestations. Et bien 80 ans plus tard, vous avez moins de cotisants et toujours plus de prestations. Ça ne tient pas, ça craque de toutes parts. vous écrivez- Donc il vous faut écrivez dans qu'on votre pose livre. la question du financement de notre modèle Vous social. écrivez dans votre livre, s'élever par le travail en France est devenu presque impossible. Dans les années 60, on pouvait doubler son niveau de vie en une quinzaine d'années par le travail. Dans les années 2020, il faut plus de 70 ans, autrement dit une vie entière. Oui, c'est ce que dit madame. Travailler, ça ne paye plus. Mais il y a Madame, aussi madame dit en termes beaucoup plus directs, ce que je dis dans mon livre, les gens qui bossent n'arrivent plus à s'élever par le travail, disent qu'à la fin du mois, dans le fond, ils ne s'en sortent pas. Enfin, Et vous donc, êtes il aux faut que manettes. nous- Mais vous êtes aux manettes. Avec un président qui a écrit Révolution. Enfin, les Français. Mais il ne faut pas la étonner première- qu'ils vous foutent une Mais- branlée Mais nous aux ferons prochaines pas. européennes. Pardon, monsieur. Arrêtez avec votre Non, mais obsession de la je vous branlée aux prie élections d'excuser européennes. mon langage Nous trivial. aurons- Mais votre vous êtes aux idée- manettes avec Emmanuel Macron qui a écrit Révolution depuis Depuis 2017. 7 ans. Et puis on est là à faire le Votre constat. et vous-même. votre langage a le mérite d'être cash. Mais Moi, je vais enfin- vous dire, nous aurons aux élections Et le Rassemblement européennes, national n'a jamais été aussi nous long. aurons aux élections européennes un résultat bien meilleur que ce que tout le monde pense par esprit de défaite. 2. La Mais révolution que c'est nous avons un- opérée, la révolution que nous avons critique opérée alors, dans notre pays avec le président de la République depuis 7 ans, elle est très simple, c'est la révolution du travail. Mais- Jamais vous n'avez eu autant monsieur de le personnes ministre, mais on qui arrive travaillent. au plein emploi. Mais faisons les choses étape par étape. La révolution que nous avons réussi à obtenir, c'est que quand vous regardez les chiffres aujourd'hui, jamais il n'y a eu autant de Françaises et de Français au travail. pas Ben, du mais tout c'est que plus vous un élévateur puissiez- social, vous je l'avez ne dit crois vous-même. pas- je ne L'étape crois pas que suivante, vous puissiez l'étape révolutionner le suivante. système, parce que je vous ai vu faire pendant les retraites, le fait de rallonger la cotisation alors que le système ne tient plus. Honnêtement, on est à 64 ans. En réalité, on devrait même aller à 67, vraiment. Et vous êtes à 64. Moi, je crois que si vous étiez l'homme vraiment de la révolution du système, vous feriez entrer un peu de capitalisation dans cette retraite. Il faut le dire. Il à ne ce moment-là. tient pas le système par répartition, et vous le savez, et je pense que c'est presque un mensonge. Tout le monde le sait. bien, C'est ça le merci, pire, c'est que vous tout le monde le posez- sait. Alors, posez toutes allez-y, ces bonnes monsieur questions. Mugnot. D'abord, Et les première Français le révolution, jamais il y a eu autant Même les de nos syndicats. compatriotes au travail. Enfin, je veux quand même le dire parce que depuis 40 ans, se dire qu'enfin on a réussi cette révolution en France, d'approcher du plein emploi, c'est pas rien. Deuxième révolution, le travail doit payer davantage. On a fait la prime défiscalisée, on a fait la prime Macron, on a fait la défiscalisation des heures sup. Moi, je dis que maintenant, il faut aller au bout de ce cheminement en posant la question du financement de notre modèle de protection sociale. Troisième révolution, à laquelle je suis prêt, c'est compléter la répartition par une part de capitalisation, c'est-à-dire de l'argent que les gens Pourquoi vous mettent ne l'avez pas de fait côté. Mais quand nous mettons en place le produit d'épargne retraite, que j'ai porté, ça m'a demandé 1 an de boulot.
il y avait plus d'une dizaine de produits d'épargne différents. On en a fait un produit unique, le produit d'épargne retraite, qui permet aux gens de capitaliser. C'est exactement ça. Ils mettent de l'argent de côté, dans des conditions fiscales qui sont extrêmement attractives. Et à la fin, ils ont le choix. Ils peuvent sortir en rente ou en capital. Moi, je pensais qu'on ferait 3 millions de PER, de produits d'épargne retraite. Vous savez combien on en a fait ? 10 millions. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Français, ils savent. Mais oui, ils savent que la retraite, il faut mettre de l'argent de côté en plus. Un mot, Bruno Le Maire, oui ou non, est-ce que la promesse faite en 2022 pendant la campagne présidentielle de baisser de 2 milliards d'euros les impôts de la classe moyenne sera tenue dans ce contexte difficile ? Oui, elle sera tenue. Parce qu'il ne s'agit pas de faire payer la classe moyenne, il s'agit juste de réduire la dépense assez utile là où c'est nécessaire. Je vais vous donner juste un chiffre, puisqu'on parlait de milliards tout à l'heure. Si, en 2024, on retournait au niveau de dépenses de 2022, cela voudrait dire 30 milliards d'euros de dépenses en moins. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une purge, il s'agit juste de bien tenir les comptes publics.